Bien, merci. Donc, je vous propose qu'on reprenne autour d'une table ronde. Donc, je vais animer. Et je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des personnes qui ont gentiment accepté mon invitation pour discuter donc, autour de questions qui vont être relativement larges de la réforme de la fonction publique, des difficultés que cela peut poser d'un point de vue technique. Donc, je vais vous présenter les intervenants qui sont à cette table. En partant du bout de la table, M. Wilfried Loquet, qui est conseiller auprès du ministre en charge de la fonction publique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il connaît évidemment ces questions-là. Madame Myriam Beaumont, qui est directrice des ressources humaines au CHT et qui préalablement a été adjointe à la direction des ressources humaines de la fonction publique, donc il connaît très bien aussi ces questions, notamment dans le processus de réforme. À ma gauche, Monsieur Nicolas Panier, qui est secrétaire général de la province Sud et qui a également eu des responsabilités au sein des RH au niveau du pays. Et enfin, à sa gauche, Monsieur Patrice Aoro, qui est conseiller juridique au sein de la DRH du Haut Commissariat de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai voulu, au regard de ce que je vous ai dit notamment ce matin, inviter quelqu'un de l'État pour discuter sur la question annexe des fonctionnaires des contractuels, notamment de l'État. Voilà. Alors, donc, cette table ronde, c'est un certain nombre de questions que j'ai soumises préalablement à ces participants sur leurs ressentis, leurs difficultés. Alors, peut-être qu'on peut, pour commencer, prendre les grands axes de la réforme et discuter de cette réforme point par point, sans rentrer dans le détail, et puis voir vers là où cela nous emmène. Et puis, enfin, on se demandera un peu de prospective juridique, ce qui reste à faire, ce qu'on peut faire, quelles sont les difficultés. Alors, le premier point qu'on n'a pas abordé ce matin, ou peu abordé ce matin pour des raisons de temps, c'est la question de l'unité retrouvée, alors l'unité plus ou moins, on va voir, du statut de la fonction publique, puisqu'on a supprimé à proprement parler le statut de la fonction publique communale, même s'il y a quelques reliquats, pour retrouver un statut unifié des agents de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Donc ma question, c'est de savoir si finalement, alors peut-être expliquer les raisons en quelques mots de l'unité retrouvée, et de savoir si cette unité, qui vise notamment une meilleure mobilité des agents, va véritablement favoriser la mobilité, quelles sont les difficultés qui peuvent se rencontrer. Qui souhaite commencer sur ce point ? Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que c'est un des 4 piliers de la réforme de la fonction publique, la fusion des 2 fonctions publiques existantes. C'est pas le sujet le plus complexe et le plus problématique qu'on ait rencontré. La raison, elle est assez simple. Aujourd'hui, enfin jusqu'à hier plutôt, il y avait deux fonctions publiques, une fonction publique territoriale et une fonction publique communale. Il faut aussi mesurer les effectifs que cela recouvre. Grosso modo, sur la fonction publique territoriale, on est à 9000 personnes, enfin 9000 fonctionnaires, et sur la fonction publique communale, à peu près 1000 fonctionnaires. Donc vous voyez, au global, on est à peu près à 10 000 fonctionnaires pour 2 fonctions publiques. Je crois que cette raison-là, d'emblée, posait la question de la légitimité de maintenir 2 fonctions publiques pour 10 000 personnes. Qui plus est, ces 2 fonctions publiques étaient quasi identiques. Donc, l'idée a été de les regrouper au sein d'une même fonction publique sans que cela ait de conséquences, notamment sur les maires, parce qu'il a quand même fallu les rassurer sur ce sujet-là. Ça n'enlève pas la prérogative qu'ont les maires de recruter des fonctionnaires, leur pouvoir de nomination de fonctionnaires. Donc, l'idée, c'était voilà, compte tenu de l'effectif, de ne les regrouper qu'au sein d'une seule et même fonction publique. Alors, sur la mobilité, j'ose espérer qu'en pratique, effectivement, ça va favoriser la mobilité parce que aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, il y avait une procédure de changement de corps, cadre d'emploi qui était un peu complexe techniquement. Là maintenant, les anciens fonctionnaires territoriaux ont vocation à travailler dans les provinces, dans les communes, et inversement, les fonctionnaires communaux auront vocation à travailler dans toutes les administrations territoriales. Il reste encore des choses à faire à ce niveau-là, parce qu'on a fusionné les statuts généraux, il reste des statuts particuliers encore à fusionner, et ça sera fait dans un second temps. Je pense que concrètement, il y aura quand même des freins à la mobilité, parce que ça ne se résume pas à ce seul sujet-là. Il y a un autre sujet, alors peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder, lié à l'attractivité des structures qui sont dans le nord, liées au fait qu'il y a un éloignement géographique par rapport à Nouméa, liées à la rémunération aussi, puisqu'il y a des
des régimes indemnitaires différents dans les administrations de l'agglo et hors agglo. Voilà. Donc, je pense que ça va favoriser la mobilité, mais ça ne réglera bien évidemment pas toutes les problématiques. Merci. Donc, est-ce que, peut-être pour finir sur cette question-là, est-ce que, quelles conséquences budgétaires peut-être, et de manière générale d'ailleurs, peut-être en dépassant un peu la question de la fusion des statuts et en abordant la question de la contractualisation, quelles conséquences budgétaires de ces réformes, notamment, on a eu l'occasion d'en discuter à demi-mot en aparté, notamment en matière de retraite. Est-ce qu'on peut peut-être aborder cette question qui éclaire un certain nombre de choses? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, alors, sur le régime de retraite en particulier, je ne pense pas que là, à l'instant T, il y aura d'impact. Hein. Pour clarifier les choses, aujourd'hui, les contractuels de l'administration relèvent du régime vieillesse de la CAFAT, et les fonctionnaires relèvent d'une caisse de retraite autonome qui est la caisse locale de retraite. Cette réforme n'a pas vocation à changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Là où ça pourra avoir un impact à plus long terme, c'est peut-être le recours élargi au contrat, puisque, vous l'aurez compris, si d'aventure les employeurs recrutent davantage de contractuels au détriment des fonctionnaires, ça fait moins de cotisants à la caisse locale de retraite, et ça crée un déséquilibre à court, moyen et long terme. Je dirais même à court terme, hein, parce que je fais un peu de digression sur ce sujet-là, mais ça me permet aussi de mesurer un point de la fonction publique qui n'a pas été abordé, mais qui est aussi très important. Le régime des retraites de la CLR est structurellement déficitaire, et déséquilibré et par conséquent déficitaire. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Et grosso modo, c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas assez de cotisants fonctionnaires par rapport aux droits qui sont après associés. Donc voilà, à court terme, enfin à l'instant T, pas d'impact. Par contre, le volet de la réforme sur les contrats peut à terme avoir un effet négatif sur le régime géré par la CLR. Merci. Alors toujours sur cette question, une question de légistique, et peut-être Madame Beaumont, vous pourrez nous éclairer parce que vous aviez participé aux travaux en amont. Alors comme on l'a dit tout à l'heure rapidement, hein, vous l'avez vu, les textes initiaux sont demeurés en l'état. C'est-à-dire qu'on a toujours notre arrêté gubernatorial de 53 qui a été modifié avec ce principe qui est un peu compliqué, et intéressant du coup en droit calédonien, de permanence des textes, de déterminer la valeur du texte. C'est un arrêté, mais évidemment il y a des dispositions qui ont des natures législative aujourd'hui au regard de la répartition des compétences. Bref, donc vous voyez qu'on a gardé cette architecture, supprimé le texte de 94, gardé la délib de 90. Donc ma question est la suivante, pourquoi finalement, dans le cadre d'une réforme un peu générale, qui d'ailleurs n'était pas présentée en un seul texte comme ça l'a été au départ, hein, c'est notamment sur l'avis du Conseil d'État qu'il a fallu regrouper un peu les choses, on avait un peu plus saucissonné si je puis dire ainsi, si on avait saucissonné les problématiques et les textes. Et donc dans cette logique, qui est d'ailleurs sous l'impulsion de l'avis du Conseil d'État dans le cadre de la réforme, pourquoi ne pas avoir refondu complètement le statut, à tout le moins la version législative du statut avec une nouvelle LP pour ce qui nous intéresse, et pourquoi pas, c'est un peu la fin de mon propos, je voulais ouvrir là-dessus, mais on peut peut-être le dire maintenant, et pourquoi pas lancer ce qui est à la mode, reprendre la modernité, pour dire ce qu'a dit Mathias tout à l'heure, faire de la codification. Oui, alors au niveau de la codification, effectivement, c'est une recommandation que nous fait le Conseil d'État à chaque fois qu'on lui soumet une loi du pays. Comme vous avez pu le dire, au niveau des textes actuels, on a un arrêté mais qui contient des dispositions législatives ou réglementaires. Et si on va plus loin, dans un même article, on a également de la loi et du règlement. Donc le travail de codification, il est certes nécessaire, mais la question qui s'était posée, c'était de savoir est-ce qu'on met notre énergie à codifier à droit constant, et là on aurait été obligé de tout renégocier, parce que forcément quand on vient un petit peu tirer le fil, et ben, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc est-ce qu'on mettait notre énergie à codifier à droit constant,
où est-ce qu'on met notre énergie à travailler sur une réforme la réforme de la fonction publique. Et dans le cadre de cette réforme, on commence, c'est les prémices de la codification. Donc à chaque fois, comme vous l'avez dit, sur la réforme, on était parti avec des titres, mais ces titres-là, pourquoi on est parti avec des titres? Parce que l'idée, c'était dans le cadre d'un futur code, de pouvoir venir intégrer ces titres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le squelette du code, on l'a en interne. Et lorsqu'on travaille sur notre réforme, on a déjà ça en tête, on sait déjà comment ça va venir s'intégrer dans le cadre du code. Donc le code, il n'est pas apparent, les travaux sur le code ne sont pas apparents, mais on l'a bien en tête. Et à chaque fois qu'on propose un texte sur une thématique donnée, on fait bien la part entre la loi et le règlement, et ça viendra ensuite s'encastrer dans ce squelette de code. Merci. Donc c'est quasiment un travail préalable de codification. Ce qui est un serpent de mer, d'ailleurs, en droit métropolitain, il y a un code le gouvernement a été habilité à faire un code, et on a un projet de code fait à la DGAFP, mais qui n'est toujours pas appliqué, qui s'ouvre, demeurant, je vous le dis, c'est assez marrant, par les droits des fonctionnaires, et en premier, c'est le droit de grève. Ce qui est assez significatif, à mon avis, un très mauvais choix, parce que c'est une très mauvaise représentation de ce qu'est la fonction publique française, parce qu'en réalité, les grèves ne sont pas faites forcément dans la fonction publique, mais beaucoup dans les entreprises publiques, qui ne sont pas soumises au même statut. On pourrait ouvrir un long débat, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la codification, le point de vue de l'État, peut-être? Non, c'était justement pour aller dans ce sens-là. On a effectivement des travaux de codification au niveau national, qui ont été d'ailleurs, dont la nécessité a été rappelée par la dernière loi de transformation de la fonction publique, mais effectivement, ces travaux sont toujours en cours. C'est pas encore abouti, même si effectivement, je crois que c'est la même chose qu'ici. Il y a un squelette, mais même les dernières réformes ne sont pas codifiées. Merci. Peut-être un mot sur la question qu'a abordée Nadège Meyer. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste sur ce sujet-là, c'est plus politique, mais parmi la feuille de route qu'on s'était fixée dans le cadre du mandat actuel du membre du gouvernement, il y a effectivement à l'horizon 2024 de proposer un code. Alors, quand on dit proposer un code, on verra si c'est proposer en tout cas l'architecture globale, le squelette, comme dit Madame Beaumont, du code, ou le code vraiment dans sa version finale. Alors après, il faut savoir que c'est un travail quand même assez long, parce qu'il faut recenser tous les textes, et Dieu sait qu'il y en a qui sont assez vieux. Il faut quand même si on codifie à droit constant, un petit travail de toilettage nécessaire, parce que sinon on arrive à des choses très bizarres, puisqu'il y a encore des appellations qui remontent au gouverneur et compagnie. Donc voilà, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. C'est long. C'est fastidieux, il faut monopoliser une ressource à temps plein pendant, à mon avis, quelques mois. Voilà. On a bon espoir d'y arriver. Après, si jamais les enseignants de l'université veulent nous aider, c'est avec un grand plaisir. Merci. Vous me tendez une belle perche, parce que je fais un peu de com et un peu de pub pour l'université. Il s'avère qu'avec ma collègue Caroline Bouix, que vous avez vu ce matin, qui est directeur du DEG, on a pour projet de faire un colloque en 2022-2023 sur le processus de codification en Nouvelle-Calédonie. Donc on sera amené, dans un timing qui n'est pas trop mal, en tout cas pour la fonction publique, à en discuter largement. Une question peut-être sur les relations collectives qui ont été abordées par Nadège Meyer tout à l'heure, et je vais peut-être poser la question à Monsieur Panier. La modification de la représentativité syndicale, les modifications de droit syndical, qui concerne le droit syndical, quelles conséquences pour vous, quelles évolutions, qu'est-ce que ça va changer dans la gestion quotidienne de vos agents, notamment au sein de la province Sud, par exemple? Alors au sein de la province Sud, assez peu de choses, puisque nous avions fait le choix d'avoir un comité technique paritaire qui effectivement traitait de l'ensemble des problématiques qui sont posées par les agents qui étaient employés par la province Sud, quel que soit leur statut. Je pense que c'est aussi une des réflexions qui a sous-entendu un certain nombre de travaux qui ont été menés. On a au quotidien, quand on est manager, à gérer des agents qui sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans leur mission et sur lesquels on a besoin d'avoir une vision globale du travail qui leur sont confiés, et pas de réfléchir différemment selon le statut qui leur est appliqué. Et on a aussi besoin d'avoir des collaborateurs qui ne se posent pas des questions sur lesquelles on ne peut pas avoir de réponse, pour savoir pourquoi eux, s'ils sont contractuels, ils seraient traités différemment pour une même question par rapport à un de leurs collègues de bureau qui est fonctionnaire. Donc il y a quand même globalement
un travail et un besoin qui est fait de faire en sorte qu'on puisse avoir une fonction publique qui règle un certain nombre de questions qui se posent au quotidien dans le fonctionnement des administrations. Et ça, c'est une partie de la réflexion qui a été portée et qui est au cœur des réflexions globalement sur l'évolution de la fonction publique. Moi, au quotidien, cette évolution, que ce soit sur ce que vous avez évoqué sur la fin de la fonction publique communale ou sur cet aspect par rapport aux instances représentatives du personnel, les employeurs, les gros employeurs que sont le gouvernement, les provinces, le centre hospitalier territorial, c'est pas sur ces aspects-là qu'on est le plus touché. Et alors, peut-être pour élargir, la question de la représentativité, des évolutions en matière de représentativité syndicale qui ont été mentionnées par Nadège tout à l'heure, est-ce que, selon vous, dans les rapports que vous avez avec les syndicats, ça va modifier quelque chose dans le paysage syndical de la fonction publique? Comment c'est accueilli? Qu'est-ce que ça soulève comme question? Oula, pardon. Oui, alors sur le volet du droit syndical, il y avait plusieurs objectifs dans cette réforme-là. Il y avait d'abord réactualiser un peu des droits qui dataient, puisqu'il y a une délibération du Congrès sur le droit syndical qui date de plus de 30 ans maintenant. Donc il y avait déjà un petit travail de remise à jour de certains droits. Il y avait aussi une volonté de rationaliser, puisque si on était tout privé, d'ailleurs Madame Meyer en a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre d'instances représentatives du personnel dans le privé qui est assez important, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le CHSCT, le comité d'entreprise pour certains. Voilà, donc l'idée c'était aussi de rationaliser dans la fusion entre ce qui pourrait relever des CHSCT et des CTP. Donc aujourd'hui, on aura un CTP qui regroupe plusieurs missions. Sur le volet représentativité syndicale, on n'a pas, je dirais, inventé l'eau chaude. C'est quelque chose qui est pratiqué déjà en métropole, dans le privé. Ça permet aux employeurs et puis aussi plus globalement au niveau de la fonction publique qu'on sache qui sont les interlocuteurs légitimes. Est-ce que ça va modifier le paysage syndical? Je ne crois pas, là, dans l'immédiat, puisque, en tout cas, les grosses centrales syndicales, bien évidemment, auront une audience qui leur permettra d'être dans ce giron-là. Et aux principaux interlocuteurs qu'on a habituellement, ils seront bien entendu intégrés. Donc, je ne crois pas que fondamentalement ça va changer au niveau de la fonction publique grand-chose. Peut-être qu'après, ici et là, chez certains employeurs, il y aura des différences. Mais voilà. En tout cas, contrairement à aujourd'hui, on saura, quand vous êtes employeur, avec qui on peut discuter et négocier le cas échéant. Est-ce que vous avez un mot peut-être sur cette question? Alors, il y a une question qui m'est venue que je vous avais pas posée, mais en fait, elle vous est adressée, Madame Beaumont. Je reviens juste sur la question préalable. Il y a un absent dont on ne parle pas trop quand même depuis ce matin, qui est, et pourtant on en parle beaucoup en ce moment, et je vous pose la question parce que vous êtes directrice des ressources humaines au CHT, qui est la question des personnels de santé. Et est-ce que dans le cadre de la réforme, on sait qu'il n'y a pas de statut de la fonction publique hospitalière tel qu'il existe en métropole par exemple, est-ce que c'est des questions qui se posent? Quelles sont les difficultés? Est-ce que ça vous pose des difficultés? Comment vous gérez le recrutement? Est-ce qu'il y a une question spécifique sur ce qui pourrait être, dans le cadre de la codification dont on parlait, un titre sur la fonction publique hospitalière? Alors, comme le soulignait M. Loquet tout à l'heure, le monde hospitalier, c'est 1000 agents. Donc, si on a supprimé une fonction publique communale parce qu'on avait un effectif de 1000 agents, il n'était pas entendable de venir recréer une fonction publique. On est vraiment dans le cadre d'une unification. Et pour rebondir sur ce qu'a dit M. Panier, c'est vraiment l'égalité de traitement qui est recherchée par cette réforme. Parce que sur un même emploi, on va avoir un agent contractuel et un agent fonctionnaire qui n'auront pas les mêmes droits. Au niveau des congés, c'est pas la même chose. Ils sont pas rémunérés pareil. Ils ont pas, au niveau des permissions exceptionnelles, c'est pas la même chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec cette réforme, et ça, je pense que ça va beaucoup nous aider dans le cadre des relations de travail de nos agences, c'est de pouvoir avoir une équité de traitement, d'avoir ce statut d'agent de droit public
pour que tout le monde puisse être traité de la même manière. Puisque quand on a commencé à travailler sur ce statut-là, ce que nous ont dit les partenaires sociaux, c'est selon l'employeur, les agents contractuels ne sont pas traités de la même manière. Et même au sein d'un même employeur, il peut y avoir des différences puisque c'est le pouvoir de négociation qui prévaut en matière de droit du travail. Donc là, à partir du moment où on aura un cadre qui sera fixé pour nos agents non titulaires et qui se rapproche peu ou prou de celui des fonctionnaires, c'est en ça que ça va vraiment nous aider, notamment au niveau du CHT, où on a des fonctionnaires, des agents qui relèvent de la convention collective, des agents contractuels, et à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes règles. Donc, demain, avec ces statuts-là, avec ces textes-là, ce sera beaucoup plus facile au niveau managérial, ressources humaines, et beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour les agents. Merci. Alors, vous me tendez la perche pour la question. On va peut-être faire intervenir le public après. Je pose juste une question qui est en rapport avec ce qui vient d'être dit. Vous me tendez la perche sur ce que vous venez de dire. Effectivement, en réforme, on en a parlé ce matin, visant à traiter de la même manière des agents qui ont, vous l'avez dit, les mêmes fonctions quotidiennes. Et on a fait le choix, alors vous n'étiez pas là parce que vous avez gentiment accepté de venir sur votre temps de travail, on a fait le choix de ce que j'appelle une parafonction publique contractuelle, c'est-à-dire le contrat de droit public à durée déterminée et désormais indéterminée. Et donc il y a l'option proposée par Mathias et par d'autres personnes qui est de dire on fait une structure ouverte complètement. Et il y a l'option de dire on fait une structure fermée de type fonction publique de carrière, celle que vous l'avez compris que je défends, c'est-à-dire l'idée qu'on a une structure de carrière avec des fonctionnaires et à côté, ce qui était le cas de la Calédonie à demi-mot, avec des agents de droit privé, et qu'on pourrait soumettre d'ailleurs à des dispositions spécifiques de droit privé, c'est une autre question. Et là, en fait, comme la fonction publique métropolitaine, on reste, c'est ce que je critiquais ce matin, on reste au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui n'a pas vocation à exister, des agents publics contractuels, le cas échéant à durée indéterminée, et vous l'avez dit, ils sont peu ou prou dans la même situation que les fonctionnaires. Et on voit bien les difficultés que ça a posées en métropole, parce qu'il a fallu créer, par exemple, des comités qui ont vocation à gérer les contractuels. Bref, ça pose un nombre de difficultés quand même qui sont parfois redoutables et qui vont vous mettre dans des situations que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'incompréhension de statuts différents. D'où ma question, et pourquoi ne pas, j'ai une idée de la réponse, mais je voudrais la vôtre surtout, pourquoi ne pas avoir fait un choix politique clair qui consiste à dire on fait du fonctionnariat de l'ensemble de ces agents. Je vous laisse... Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément au bout de la décision. Hein. Donc, est-ce que ces questions sont ouvertement posées? Dans quelle mesure? Je vais commencer, puis je pense que Wilfried Loquet pourra compléter. Je pense que le choix qui est fait, il est basé sur le pragmatisme. Au quotidien, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de recruter des collaborateurs pour accomplir des missions de service public. C'est ça le fondement et l'animation quotidienne de notre rôle. Donc derrière, c'est de faire en sorte qu'on ait une réglementation qui nous permette de pourvoir les emplois sur lesquels on a besoin de recruter des professionnels. Quand j'ouvre un poste de médecin au centre médico-social de Yaté, ma première priorité, c'est de pouvoir recruter un médecin. Je regarde bien sûr de faire en sorte de respecter les obligations légales qui sont les miennes, mais ma priorité, c'est d'avoir un médecin, et c'est de pouvoir faire venir un médecin et de l'affecter au sein de ce CMS. Donc, ce qui est fait là dans cette démarche, c'est pas d'opposer la fonction publique au reste, c'est de faire en sorte que, quand les règles de la fonction publique telles qu'elles sont applicables aujourd'hui, elles ne nous permettent pas de recruter un fonctionnaire, qu'on puisse quand même continuer à assurer nos missions de service public et qu'on puisse quand même recruter quelqu'un qui, derrière, va pouvoir occuper la mission qui est attendue. Et ça peut être effectivement une situation qui est transitoire. Ça peut être effectivement quelqu'un qui est contractuel, mais qui aura vocation à intégrer la fonction publique à un moment par différents biais. Ça peut être aussi parce qu'on a une réglementation qui, vous l'avez rappelé, est particulièrement ancienne pour la plupart de ces dispositions et qui a besoin d'être modernisée et sur laquelle il y a eu différentes tentatives qui ont été mises en place. Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce qu'en une seule fois on sort toute cette évolution? Est-ce qu'on y va progressivement? Qu'est-ce qu'on attaque en premier? Je pense qu'il y a une démarche qui s'est mise en place et qui essaye de faire en sorte de faire évoluer la fonction publique telle qu'elle est en Calédonie, mais qui garde un volet éminemment pragmatique dans la continuité des règles qui sont applicables, parce que ça, je pense que c'est aussi important, mais qui introduit au fur et à mesure des modernisations. Ça va certainement pas assez vite, et je pense que personne autour de la table vous dira qu'aujourd'hui, il est pleinement satisfait du cadre qui s'applique en Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas, il faut qu'on continue à avoir une dynamique qui fait en sorte que derrière, on réponde à l'objectif premier qui est le nôtre,
c'est de pouvoir recruter des professionnels qui sont là pour accomplir des missions de service public, des missions qui sont la plupart du temps spécifiques, qui existent parce qu'il y a besoin qu'on puisse répondre à des attentes de la population partout sur le territoire. Merci. Je pense qu'il a bien résumé la situation. Merci, effectivement. J'entends bien la démarche pragmatique. Après, évidemment, c'est pas mon propos était de dire que il est tout à fait envisageable de faire de la même chose en faisant des procédures de recrutement direct dès lors qu'il y a la transparence et que vous êtes directement fonctionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça l'idée. Est-ce que c'est ces questions qui ont été réfléchies? Le statut n'empêche pas, dès lors qu'il n'y a que le statut, des modalités de recrutement différentes d'accès au statut et qui par contre soumettent les mêmes personnes aux mêmes règles. En fait, c'était juste le sens de ma question. Oui, alors, finalement, je vais peut-être apporter quelques compléments d'information, mais en tout cas, je rejoins M. Pagny, sur le contrat, il a quand même un certain nombre d'avantages qui sont peut-être plus importants dans un petit territoire comme le nôtre. L'avantage de la souplesse, puisqu'il permet de répondre à un besoin qui peut se faire sentir à un instant T et que les procédures de recrutement dans la fonction publique ne peuvent pas répondre. Typiquement, vous avez besoin de quelqu'un à un instant T, c'est difficile en parallèle d'organiser un concours qui va mettre plusieurs mois à trouver quelqu'un à la fin. Il y a ça, il y a aussi souvent des besoins techniques ou, dans les cas qui sont prévus, hautement spécialisés. On a besoin d'experts dans un certain nombre de domaines. Le contrat a quand même l'avantage d'aller chercher ces personnes-là. Ça ne veut pas dire, et bien au contraire, qu'on fait du contrat la panacée, puisque alors, il y a déjà un certain nombre de mécanismes qui existent qui permettent de basculer du contrat à la fonction publique. Il y a des dispositifs d'intégration. Alors, ça peut être critiqué, mais d'ailleurs en métropole, ça fait 30 ans qu'ils en font, et ils continueront d'en faire puisqu'ils sont confrontés sur ce sujet-là à la même problématique que nous. Mais en tout cas, il y a des mécanismes comme ça qui permettent de passer du contrat à la fonction publique, l'intégration, il y a des concours réservés. Et puis là, c'est une démarche qu'on a entreprise avec les différents partenaires sociaux, c'est les modes de recrutement. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est pour moi le sujet, c'est comment améliorer le recrutement, que ce soit par le mode de recrutement, que ce soit par les modalités de recrutement, c'est-à-dire l'adaptation des épreuves. Bon là, je vais pousser un peu loin le problème, mais aujourd'hui, on est surtout sur des épreuves très académiques dans les concours qui sont organisés. Et on ne fait pas encore la part belle à peut-être une dimension plus de savoir-être, de dimension personnelle. Bon, c'est pour diverses raisons, c'est très difficile d'objectiver qu'est-ce que c'est que ces savoir-être ou si telle ou telle personne dans 10 ou 20 ans pourra remplir les mêmes missions, mais en tout cas quand on recrute un fonctionnaire, c'est potentiellement pendant 30 ans. Donc il vaut mieux s'assurer au départ qu'on recrute la bonne personne. Et ça, c'est un vrai sujet. Le recrutement, mieux recruter sur certains métiers, où là, on est entre la fonction publique de carrière et de métier, puisque tout ce qui est médical, paramédical, c'est de la fonction publique, mais presque de métier, puisque derrière le statut, il y a un ou très peu de métiers en tout cas. Sur ces métiers-là, comment recruter plus facilement, plus directement. Il y a aussi la problématique des catégories C, par exemple. Alors en métropole, ça a déjà été fait. Ici, ça ne l'est pas encore. On organise des concours. Est-ce qu'il y a lieu d'organiser des concours? Pas de concours. Tout ça pour gagner en réactivité et aussi coller à un contexte organisationnel et sociétal qui est propre à la Nouvelle-Calédonie. On recrute peut-être pas de la même manière quand on est dans le Grand Nouméa que quand on est en province nord ou en province île. Voilà, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Pour compléter sur le recrutement, puisque effectivement c'est une problématique qu'on a rencontrée un peu avant la crise, mais surtout pendant la crise. Déjà pénurie de personnel, donc c'était compliqué de pouvoir recruter. Et lorsqu'on voulait fixer notre personnel, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de concours. Alors,
je salue déjà le gouvernement, parce que je vais être un peu plus positif que Wilfried, parce qu'il y a déjà eu des avancées, là où on avait des recrutements avec un dossier professionnel, un entretien. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont su être agiles pour se mettre d'accord, pour supprimer ce dossier, puisque, comme le disait Wilfried, sur le médical, c'est des personnes qui ont un diplôme. Donc on n'a pas à aller chercher autre chose que du savoir-être sur ce type d'épreuve. Donc c'est déjà allégé, on est sur un formulaire, sur un entretien. La problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'il n'y avait pas avec la pandémie, pas de concours organisé. Donc nos personnels nous ont dit oui, nous, on veut bien rester, mais on n'a pas de visibilité à long terme. Donc moi j'irai un peu plus loin. Déjà une grande avancée parce que les épreuves de concours ont été allégées, que ce soit dans le cadre de l'intégration, dans le cadre des recrutements sur titre avec concours. Mais ce qui nous aurait peut-être aidé pendant cette période-là, c'est que les employeurs puissent recruter directement. C'est-à-dire, comme dans la fonction publique hospitalière, une décentralisation des épreuves de concours. Pour pouvoir aller plus rapidement, puisqu'on est en mesure de mettre en place des jurys et de pouvoir recruter directement des personnes et leur offrir la sécurité de l'emploi, ce qu'on n'est pas en mesure de faire aujourd'hui, si ce n'est que de proposer des CDI aux personnes, mais là on se met en dehors du champ de la fonction publique, puisque c'est du fonctionnaire ou un agent à durée déterminée. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, il y avait une question dans la salle tout à l'heure, avant de passer à la question des contractuels. Alors, simplement, comme tout à l'heure, je vous demanderai de descendre, de vous mettre au micro, un petit mot juste pour nous dire, pour les gens qui sont en distanciel, votre présentation et parler dans le micro pour l'enregistrement, pour la rediffusion sur Calédonia. De la Fédération des fonctionnaires. Il faut juste descendre un tout petit peu plus près du micro, ça sera pas parfait. Bonjour, Steve Terriero de la Fédération des fonctionnaires. Donc ma question tout à l'heure a été positionnée par rapport au contexte, aux arguments qui étaient avancés par Myriam. Donc nous, Fédération des fonctionnaires, à l'origine qui avons assisté à l'ensemble des réunions sur la LP relative à la réforme de la fonction publique, juste ajouter quand même que les partenaires sociaux se sont servis de la QPC pour dealer avec le gouvernement la création de ce statut d'agent public. Et ce qu'on oublie depuis ce matin, c'est qu'une des volontés primaires des syndicats, c'était quand même l'homogénéité des salaires. La problématique, elle venait du fait que certains contractuels et conventions collectives sur l'ensemble du pays, pour des mêmes métiers, n'étaient pas rémunérés sur la même base. Et depuis ce matin, c'est vrai qu'on a évoqué l'ensemble du panel de la loi de la réforme publique sans aborder l'aspect salarial. Donc ma question, est-ce que c'était une omission volontaire ou un oubli ? Non, pas du tout. On pourra justement faire... J'avais une question, un demi-mot. J'ai simplement voulu, évidemment, on n'a pas le temps de tout traiter, j'ai voulu traiter les grandes structures de la loi du pays. Sur la question salariale, vous avez raison, il y a l'homogénéité des salaires, et il y a une question dont on parlait tout à l'heure, qui est la question des rémunérations et de l'encadrement des rémunérations, de manière générale, et notamment la part de la prime qui est donnée dans la rémunération à côté du traitement pour les fonctionnaires. Donc, est-ce que sur ces questions qui posent la question de la suite de la réforme, sur la question dans les projets de délibération sur comment les contractuels seront rémunérés. Il y a une disposition, en tout cas dans ce que j'ai eu accès, de projet de loi, projet de délibération sur la rémunération des contractuels. Comment cette harmonisation des salaires pour des mêmes fonctions, la question des primes, comment elle est envisagée dans l'avenir, dans les réformes à venir peut-être. Est-ce que quelqu'un souhaite dire un mot sur ces questions ? Allez. Donc déjà sur les salaires, dans le projet de texte, on a des grilles de rémunération par rapport aux différentes catégories. Donc à partir du moment où une personne rentre dans la grille, la personne qui a la même ancienneté, on est assuré qu'elle aura la même rémunération. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisqu'un agent en convention collective peut être bloqué pendant 10 ans sur son indice. Donc cela, au niveau de la rémunération pour ces catégories d'agents, on va garantir une évolution de carrière. Ce n'est plus l'agent qui devra demander, ça se fera automatiquement. Les grilles de rémunération, il faut savoir que donc sur les 2 premières grilles, on s'est inspiré de ce qui avait été travaillé par les employeurs publics, qui existait déjà. Ils avaient déjà travaillé sur des conventions collectives. Pas tous les employeurs, mais certains. Donc on a repris ces grilles-là pour que notamment l'impact financier puisse être atténué, puisque le reclassement se fera à un indice égal immédiatement supérieur.
Et les grilles supérieures, ce sont des grilles issues des grilles qui sont appliquées aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'on a vraiment milité pour essayer de faire de l'égalité de traitement et qu'on puisse expliquer s'il y a une différence, pourquoi il y a une différence. Mais en tout cas, le cadre de la réforme, c'est celui-ci. Au niveau du régime indemnitaire, ce qu'il faut rappeler, c'est que la majeure partie des régimes indemnitaires respectent le pouvoir d'autonomie des collectivités. C'est-à-dire qu'on vient fixer un maximum et ensuite, c'est la collectivité ou l'établissement qui, selon son budget, vient mettre le curseur. Mais encore une fois, le dispositif qui avait été voulu et voté par le Congrès, c'est de dire on a un cadre général, mais on doit respecter l'autonomie des employeurs. Donc effectivement, on a réfléchi sur, et je pense que dans la réforme ça sera fait, il faut les réformer ces régimes indemnitaires-là, il faut mettre une part de mérite, de valoriser le présentéisme, valoriser la manière de servir, des parts fixes, des parts variables, ça existe déjà dans certains établissements, notamment les établissements hospitaliers. Et je pense que la réflexion doit plus se faire dans ce sens-là pour pouvoir... aujourd'hui, la personne, qu'elle donne satisfaction ou pas sur son poste, elle touche le même régime, les deux personnes touchent le même régime indemnitaire. Donc là, l'idée, c'est peut-être que plutôt que d'avoir une prime qu'on touche tous les mois et qui, pour l'agent, fait partie du traitement et quelle que soit sa manière de servir, il ne sera pas impacté, peut-être remplacer ces primes qu'on touche tous les mois par une prime annuelle avec une part fixe, une part variable par rapport au présentéisme, absentéisme, manière de servir. Bien, merci. Ce qui vient, effectivement, on en discutait tout à l'heure, la question de rémunération à la performance, la TOS-INSU, avec peut-être même des rémunérations à la performance collective, ce qui a été introduit par la loi TFP en métropole, par exemple, qui peuvent se poser, avec la difficulté de savoir ce qu'est la performance du service et ce qu'est la performance collective, mais ça, c'est un autre débat. Un petit mot sur les contractuels, et je vais peut-être donner un peu la parole à l'État. Donc sur le champ d'application du contrat de droit public, dont on a vu qu'il était imparfait. Alors, au regard de ce que je vous ai dit et de ce que je pense de la question, je pense que l'État est encore soumis au droit du travail néo-calédonien, à tout le moins si on suit la position du Conseil d'État. Je voudrais savoir ce que ça pose comme difficulté juridique, de gestion des personnels au sein de l'État, en particulier donc, du Haut-Saria, et peut-être dans d'autres services sur lesquels vous avez eu des retours. Je ne sais pas s'il y a des agents aussi, s'il y a des agents d'autres services de l'État qui sont présents. Je pense notamment au vice-rectorat, qui emploie un nombre de contractuels particulièrement important. Voilà, donc conséquences en relations collectives, bref, qu'est-ce que ça soulève comme angoisse peut-être chez vous? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour l'organisation de ce colloque, parce que justement, ça nous a permis de réunir différentes administrations de l'État sur ce sujet. En amont, on avait commencé nos réunions avant la problématique de confinement, donc ça va se poursuivre par la suite, mais là les choses ont été un peu bloquées. En tout état de cause, ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que les différents services de l'État gèrent de manière totalement différente la question de leur propre contractuel. On a des situations qui sont très 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 variées, alors on peut partir du ministère de la Défense qui s'est vu interdire par la direction de la direction de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la Défense de recruter des contractuels ici, compte tenu du fait qu'ils sont soumis au droit du travail et surtout que, passé un délai d'1 an, eh bien, on a le risque en tout cas de rentrer dans une procédure de CDI. Et donc pour ça, le ministère de la Défense, du coup, a réglé la question de manière assez radicale. Voilà. Alors ça, c'est l'exemple le plus radical par rapport à un autre. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre dans les administrations de l'État ou pas, puisqu'il s'agit du vice-rectorat. C'est un service mixte. Enfin, mixte, non, pardon. C'est un service qui dépend à la fois de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, mais là on voit bien que et c'est là où se trouve le plus gros vivier de contractuels, puisqu'il s'agit de pourvoir des postes d'enseignants. Et là par contre on a une pratique qui est complètement différente de celle qu'on peut trouver dans les administrations qui se situent dans la voie médiane.
C'est-à-dire que là, on est sur une pratique très répandue d'embauche de personnel non titulaire, et avec une particularité, c'est que ces emplois ont donné lieu à de nombreux recours qui tous ont abouti à une chose, c'est à la CDIsation de ces personnes, puisque pour beaucoup d'entre elles, elles avaient des contrats qui étaient renouvelés d'année en année, et ça parfois sur 15-16 ans. Alors c'est vrai que ce sont des personnes qui ont échappé aux procédures de titularisation. Mais voilà, alors on a vraiment des exemples qui sont complètement à l'opposé, et au milieu, on a pour la majeure partie des administrations de l'État une embauche très limitée de contractuels. Si on prend le Haut Commissariat avec pas loin de 200 agents en tout, on a en année pleine à peu près 7, quand je dis en année pleine, c'est d'emplois d'équivalent temps plein travaillé, on a 7 personnes au commissariat qui sont des contractuels. Donc c'est quand même une toute petite portion, et on retrouve cette proportion dans d'autres administrations de l'État. Si je mets à part les administrations qui sont chargées d'enseignement. Alors évidemment, dans cette enceinte universitaire, on a l'un des exemples où vous faites appel à des contractuels, et là, on est la problématique dont on a parlé tout à l'heure se pose entre savoir si on peut rester dans la situation actuelle ou s'il va falloir la faire évoluer. Alors je ne sais pas si vous voulez que j'entame tout de suite le sujet des perspectives, mais il est clair qu'avec un nouveau cadre pour les contractuels de la Nouvelle-Calédonie et des communes et de l'ensemble des administrations dont on a parlé tout à l'heure, il serait quand même assez baroque que les seuls qui restent soumis au droit du travail calédonien soient les contractuels de l'État. Autrement dit, nous en tout cas, on va proposer à ce qu'une réforme soit effectuée. Elle ne dépend pas du niveau local, puisqu'il faudra pour ça une loi de niveau national, voire une loi organique. Donc, Et est-ce que dans ce cadre-là, parce que du coup il y a une question de contenu, dès lors que c'est le législateur national qui intervient au titre de l'article 34, quelle disposition ? Est-ce qu'on fait du décret de 86-8 applicable aux agents contractuels de l'État, version corrigée, ou est-ce qu'on fait de la disposition passerelle, qui n'est pas impossible juridiquement, qui consiste à renvoyer, mais qui va quand même poser des problèmes de gestion, aux normes locales, quoi. Les deux sont parce possibles. Parce que le contenu sera nécessairement pas le même. C'est vrai que Wilfried Locquet utilise souvent cette expression quand on discute ensemble de copier-adapter. On regarde en métropole, mais on adapte un certain nombre de dispositions. Donc si on prend le volet Sauvadet, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, la loi Sauvadet de 2012, ce n'est pas les dispositions qu'il y a dans la réforme actuelle. Donc, il y a une histoire pour des fonctions qui peuvent parfois être un peu équivalentes, d'égalité de traitement. Tout à fait. Mais là, on est exactement dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure. On a deux logiques qui se tiennent toutes les deux, soit de considérer qu'on doit prendre en considération les lois nationales sur les contractuels. Dans ces cas-là, c'est vrai que ça simplifie les choses pour les gestionnaires qui sont habitués, les gestionnaires côté État, qui sont habitués à travailler sur les textes nationaux. Alors c'est vrai que ça simplifie cet aspect-là. En revanche, ça pose d'autres difficultés, notamment en termes de cotisation sociale, de cotisation à la retraite, parce que les affiliations ne sont pas les mêmes. Et alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est effectivement de rentrer dans le droit des contractuels de la Nouvelle-Calédonie. Là, on n'aura plus ce problème de cotisation retraite, mais par contre, on aura d'autres soucis en termes de gestion, puisque ces contractuels seront employés par des structures qui ont des fonctionnaires de l'État avec un statut qui est encore différent. Et donc, si on veut faire coller au sein des administrations de l'État le statut des contractuels et celui des fonctionnaires qui y travaillent,
il serait plus simple d'opter pour la première version. Mais voilà, les deux ont un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Je dois dire qu'il ne m'appartient pas. Moi, je vais mettre les deux. Je posais la question, et d'ailleurs, ça serait l'occasion d'utiliser le principe de spécialité normative de sa bonne manière, si je puis dire. C'est-à-dire que la spécialité, au départ, c'est étendre des dispositions législatives ou réglementaires de l'État en les adaptant. Or, en fait, en général, on étend sans adapter au territoire. Or là, il est tout à fait possible de prévoir une intervention qui me paraît être la solution de compromis, comme vous le dites, de l'État, précisément en prévoyant des dispositions spécifiques aux fonctionnaires de l'État exerçant en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous avez dit que vous aviez concerté en amont. Oui. Est-ce qu'il y a une concertation, est-ce que ces questions qui concernent l'État, elles sont soulevées au sein de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des réformes qui sont mises en place? Au moins pour les enseignants, en tout cas. Et est-ce que vous avez eu... On a eu effectivement des échanges avec le vice-rectorat par rapport à la problématique des maîtres auxiliaires, qui aujourd'hui, on leur applique le statut d'agent de droit public métropolitain. Le tribunal est intervenu et a clairement rappelé qu'ils étaient soumis au droit du travail local. Donc, on est en train, enfin, quand j'étais encore à la DRH, on avait initié des travaux en fin de compte de copier, adapter pour créer un statut d'agent de droit public pour ce personnel en l'adaptant aux spécificités locales. Donc, pour ça, dans la mesure où l'enseignement est surtout une compétence partagée, c'est en ça qu'on avait été approché par le vice-rectorat. Sur une mission précise de l'enseignement, pas pour l'ensemble des services de l'État? Non, à ma connaissance, non. Non. Ce qui m'amène à la question suivante, vous faites parfaitement la transition. Effectivement, vous avez soulevé la question contentieuse, où il y aurait beaucoup de choses à dire, et je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais on va se retrouver là. Alors, qui dit contrat de droit public dit, en principe, compétence du juge administratif. J'ai été président du tribunal administratif qui est en audience ce matin, qui est fort content donc de retrouver un contentieux qui va basculer devant le TA, ce qui n'est pas bon parce que ça va donc augmenter le stock et le Conseil d'État va demander de juger plus vite, ce qui ne leur plaît pas forcément. Donc on va avoir un contentieux administratif des agents contractuels de droit public qui vont être soumis aux dispositions, mais pour autant on voit bien que le contentieux qui relève du tribunal du travail, avec une application assez stricte et mécanique du Code du travail, va demeurer. Alors, sous réserve de ce qui se passera dans le futur pour les agents de l'État, mais en tout état de cause, et on peut peut-être prendre un exemple en particulier, pour les agents des EPIC, qui seront, eux, soumis toujours au droit du travail, dans une logique non plus, ce matin je disais organique, c'est-à-dire on regarde la personne, mais on regarde la mission. Et un EPIC, il est industriel et commercial, il est comme une société, donc on le soumet au droit privé. Alors si on prend le cas de l'OPT, par exemple, qui dispose, dans ce qui était en fait France Télécom en métropole, d'un nombre de fonctionnaires important, parce que c'est un établissement public d'État, c'était un établissement public d'État qui a été libéralisé, ce qui n'a pas encore été le cas en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence des réseaux qui est imposée par le droit de l'Union européenne en métropole. Ma question, c'est la suivante. Il y a un nombre donc de fonctionnaires importants à l'OPT. Il y a un nombre de contractuels qui seront toujours des contractuels de droit public. Donc on disait tout à l'heure harmonisation des missions et des droits et des rémunérations. Qu'est-ce que ça soulève comme question ? Le choix d'avoir exclu les EPIC, pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir adopté une approche complètement fonctionnelle, c'est-à-dire exclure l'ensemble des agents participant aux missions de service public industriel et commercial? Parce que comme je disais ce matin, dès lors qu'une personne publique exerce une mission de service public industriel et commercial, elle sera quand même, son agent sera quand même soumis au droit public, ce qui n'est pas le cas en métropole au regard de la jurisprudence Berkani. Donc finalement, pourquoi ne pas aller dans une approche qui relève plus de la nature de la mission? Et qu'est-ce que ça peut poser comme difficulté selon vous? Qui veut prendre la parole? Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir donner une réponse complète et satisfaisante sur ces sujets-là, parce que, encore une fois, c'est le fruit de nombreuses heures de discussion, de négociations, de bilan coût-avantage, mesurer l'existant, mesurer le futur, voir ce qu'il y a à gagner et à perdre. Et voilà, tout ça est le fruit d'une alchimie qui est assez complexe. Par contre, effectivement, sur les EPIC, alors là on parle dans le cadre de la réforme, mais c'est une problématique qui est récurrente à chaque fois qu'il y a un texte qui concerne la fonction publique. Les EPIC, il y a, je dirais pas un souci, mais il y a un sujet. Parce qu'il y en a trois, l'OCEF, le port autonome et l'OPT.
avec une cartographie du personnel totalement différente. Vous avez, à l'OCEF, il n'y a aucun fonctionnaire. Vous avez le port autonome où ils ont à peu près 25% de fonctionnaires, et vous avez l'OPT avec 90% de fonctionnaires. Et la difficulté qu'on a de manière générale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces établissements-là? Est-ce qu'on les fait basculer tout dans le public, tout dans le privé? Vous avez bien compris qu'au regard de la population qu'ils ont, ça va en avantager certains et en déplaire à d'autres. Donc, on a toujours ces difficultés-là avec les EPIC, et je crois malheureusement qu'on en aura toujours. Cette réforme-là, elle ne va pas apporter de solution concrète à ce niveau-là, et j'en suis un peu frustré. Mais voilà, on hérite encore une fois d'un passé, d'une pratique et d'un certain nombre de choses qu'il faut tenir compte et voilà, qui ont pesé dans la balance et qui ont fait que le choix s'est porté pour que ces établissements-là, en tout cas les contractuels de ces établissements-là, restent dans le droit privé. Mais à l'inverse, il nous paraissait important de sortir les contractuels des autres administrations du Code du travail, parce que on est arrivé à un certain nombre de choses quand même assez ahurissantes, qui ont été jugées par le tribunal du travail, et puis d'une manière générale par la juridiction judiciaire. Il fut un temps où les collaborateurs de cabinet, donc dont les fonctions sont liées au mandat des élus, se sont vus requalifiés en CDI. Bon, là on arrive quand même au summum du problème. Vous avez une problématique qui s'est posée il n'y a pas très longtemps, des comités d'entreprise. On peut se poser la question, un comité d'entreprise dans une administration, autant dans un EPIC, bon, ça peut se concevoir, autant dans une administration financée sur fonds publics, bon, ça. Et pour autant, les juridictions judiciaires ici sont très strictes. Vous avez, très strict, en tout cas dans les premiers degrés de juridiction. Plus ça monte, plus on voit aussi, je pense, un certain inconfort à la situation, parce que pour reparler du comité d'entreprise, le tribunal de première instance ici avait jugé de manière très littérale que les administrations, les contractuels des administrations sont soumis au Code du travail, donc ils ont l'obligation d'organiser des élections de DP et de comité d'entreprise. Cour d'appel a botté un peu en touche en disant non, les juridictions judiciaires sont incompétentes parce qu'il s'agit d'agents contractuels de droit public, en appliquant un peu la jurisprudence Berkani. Vous voyez déjà, il commence à y avoir un flottement, un malaise. Et la Cour de cassation qui confirme en disant, en bottant encore plus en touche, elle, en disant non, le juge judiciaire ne peut pas enjoindre à l'administration de prendre certaines mesures liées à l'organisation de son service. Bon. On est arrivé dans un espèce de no man's land dont il fallait sortir parce que c'était préjudiciable pour tout le monde. D'une, pour les agents, puisqu'ils ne savent pas trop où ils en sont. Pour les employeurs, parce qu'eux non plus ne savent pas où ils en sont. Donc rien que sur ce sujet-là, il y avait des choses du Code du travail qui étaient incompatibles avec le fonctionnement normal d'une administration. Et j'en passe sur d'autres sujets, la prime d'intéressement dans une administration. Bon, voilà, il y a un certain nombre de sujets qui étaient vraiment incompatibles. Merci. C'est vrai qu'il y a un flottement, je pense, au sein des juridictions suprêmes. Ça se voit très bien d'ailleurs à la lecture des conclusions des rapporteurs publics et devant le tribunal. Commissaire du gouvernement, puis ça s'appelle encore comme ça, devant le tribunal des conflits. Devant le tribunal des conflits, qui sont très franchement souvent contradictoires, des rapporteurs publics devant le Conseil d'État, des avocats généraux auprès de la Cour de cassation. Bref, il y a vraiment un flottement sur une jurisprudence où, à mon avis, quand ça arrive là-haut, on se dit « Ah, mais tiens, ça existe !» Et on se dit « Ah, il va falloir regarder ce qui a été fait. » Et bon, c'est un peu erratique, clairement, comme manière de trancher les choses. Est-ce que la question au regard des EPIC s'est posée si vous me passez le néologisme affreux, de la sociétisation
de certains de ces EPIC, c'est-à-dire de la transformation en personne morale de droit privé, non plus de droit public, dès lors que, pour reprendre les chiffres cités, il y a 0% de fonctionnaires dans certains d'entre eux, ou 25. Bon, je me doute qu'effectivement, si on propose ça à l'OPT, ça va être plus compliqué, même si France Télécom, qui est une personne, qui est la version nationale, évidemment, de l'OPT, qui est une personne aujourd'hui, qui est Orange, en fait, hein, mais qui emploie encore des fonctionnaires, ce que le Conseil constitutionnel a validé en disant qu'il n'y avait pas forcément de lien inéluctable entre service public et fonction publique, qui ont vocation à mourir juridiquement parce qu'ils seront morts physiquement et que Orange n'emploiera plus de fonctionnaires désormais. Donc, est-ce que ce type de questions, mais qui sont liées évidemment à la question de la libéralisation du marché sur lequel agit l'opérateur public, bon, là je dépasse un peu le cadre de la fonction publique stricto sensu, mais les deux sont liés évidemment, on le voit bien. Est-ce que ce type de questions s'est posé dès lors que les règles de droit de la concurrence au regard de la petitesse du marché, etc., sont forcément différentes de celles qu'on a en métropole? Est-ce que quelqu'un... Je suis désolé de te solliciter. Je vais me coller aux questions un peu polémiques, mais vous l'aurez compris, c'est un sujet très, très complexe, hein. D'ailleurs, je crois que tous les intervenants qui sont passés par la table avant nous ont tous employé le mot complexe en parlant de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Sur ce sujet-là, non, on est parti du constat actuel. Les EPIC sont des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à preuve du contraire, il le reste. S'il devait évoluer, on en tirera les conséquences. Mais ça relève plus d'une décision politique, stratégique. Est-ce que le monopole de l'OPT doit être maintenu, le monopole de l'OCEF, et puis le port autonome, qui est un peu différent. Mais voilà, on n'a pas été chercher trop loin non plus, compte tenu de la complexité du sujet et de la sensibilité surtout de ce sujet-là. D'autant que vous bénéficiez effectivement d'une marge de manœuvre plus importante que ce qu'il y a en métropole, puisque le droit métropolitain, qui respecte nécessairement le droit de l'Union européenne, est obligé de transformer ses opérateurs publics sur les marchés libéralisés. Puisque en gros, le droit de l'Union européenne considère qu'un établissement public, c'est nécessairement, ça porte atteinte à la concurrence, parce que, en gros, dit la Cour de justice, c'est toujours solvable et on ne peut pas engager de voie d'exécution. Donc en gros, ici, la question ne se pose pas de la même manière, puis la jurisprudence du Conseil constitutionnel est plus compréhensive au regard des limitations de la concurrence. Est-ce qu'on peut peut-être faire un tour de table pour finir sur, je vais vous poser la même question à tous et vous pouvez me donner librement votre ressenti. Quelle réforme, quel avenir pour vous? Ou plutôt, quel avenir de la réforme? Quelle réforme reste à faire dans l'avenir? Un mot de conclusion voilà, sur ce que vous inspire le processus actuel. On commence peut-être par M. O'Haraud. Alors, du point de oui, vue, du point de vue de l'État, il est clair qu'il y a une adaptabilité à avoir compte tenu du contexte qui change. On ne peut pas rester en l'état. Juste, si vous le permettez, avant de répondre à votre question, j'ai une observation sur une chose. Globalement, le droit public pour les agents est globalement plus protecteur. Globalement. On peut discuter sur la question des indemnités devant le juge judiciaire. Mais justement, moi, c'était l'observation justement que je voulais formuler, c'est que au point de vue du contentieux, en revanche, les contentieux qui sont portés devant le tribunal du travail sont très 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 souvent beaucoup plus je n'arrive pas à trouver le mot. Généreux. Généreux. Mais par l'application des textes, hein, c'est pas oui, la tout à fait. Non, mais ce sont les décisions du tribunal du travail que lorsque, dans des situations comparables, elles sont prises par le tribunal administratif en métropole. Mais vraiment de manière très très nette. Voilà, je voulais faire cette observation parce qu'elle permet aussi de voir qu'il y a un certain nombre d'avantages, mais il y a aussi... Et notamment un CDD de droit public aujourd'hui, clairement, n'aura pas les mêmes avantages en termes d'indemnité en cas de rupture illégale de son contrat devant le juge administratif, puisqu'il suffit d'aller voir les montants d'indemnité rendus par le TA, qui a le sens de l'intérêt général et des finances publiques. C'est clairement incomparable en plusieurs millions de francs pacifiques ou milliers d'euros selon... En revanche, on rentre effectivement, et là vous l'avez souligné tout à l'heure, dans une optique de carrière pour des non-titulaires. Donc cet aspect-là est quand même beaucoup plus protecteur. Voilà, il y a une balance en tout cas entre les deux. C'est pas tout blanc, tout noir. Merci.
peux vous laisser transmettre. Pour ce qui concerne les réformes, nous de notre côté, c'est vraiment s'adapter à cette nouvelle donne et aller. Alors après, on verra les modalités, mais dans le même sens pour les contractuels de l'État en Nouvelle-Calédonie. Merci. Alors, vous avez appelé votre colloque la réforme de la fonction publique parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on souhaite toutes et tous que les nombreuses réflexions passées puissent aboutir à des mises en œuvre concrètes. On l'a vu sur cette loi de pays. Si je prends l'actualité récente, il y a une proposition globale qui a été portée au niveau de la caisse locale de retraite sur une évolution de ce régime et qui est une mesure qui n'est pas simplement d'abonder une augmentation de cotisation pour boucher un trou, mais c'est d'abord une vision globale et structurelle de ce que peut estimer être demain l'avenir de cette caisse locale. Je pense qu'il faut qu'on continue à le faire globalement sur le champ de la fonction publique, parce que moi, ce qui me frappe au quotidien, c'est que je travaille avec beaucoup de fonctionnaires qui sont heureux et épanouis dans leur travail. J'en connais assez peu qui s'emmerdent. C'est bien dommage pour ceux qui sont dans cette situation-là. Mais au contraire, on a des gens qui sont extrêmement impliqués dans leur quotidien, qui ont envie de faire bien les choses et qui rencontrent parfois des difficultés, non pas de motivation, mais d'incertitude ou de situations qu'ils peuvent parfois vivre ou juger comme injustes de par des règles qui les dépassent. Or, la spécificité qu'a la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle a de larges compétences sur ces sujets-là. Et c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance qu'il faut matérialiser au quotidien. Il y a quelques jours, le ministre des Outre-mer a dit « J'ai le sentiment que l'autonomie marche lorsque la mer est calme ». Moi, je suis sûr qu'on peut tous lui prouver que ce n'est pas vrai. Que même quand la mer est agitée, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on a moins de ressources, même quand on est frappé par une pandémie, on peut être en capacité de faire bouger les lignes, de proposer des choses et de les adapter parce qu'on a cette compétence-là. Et si dans le texte, par exemple, vous avez pris l'exemple du syndicat mixte des transports urbains, si le texte s'applique à lui, c'est parce qu'on sait ce que fait le syndicat mixte des transports urbains. Il n'y a aucun chauffeur de bus qui est employé par le syndicat mixte des transports urbains. Il gère des délégations de services publics. On le sait parce qu'on a cette compétence et qu'on est en proximité. Et donc on peut prendre cette décision parce qu'elle n'est pas venue de très loin par des gens qui ne connaissent pas forcément la réalité. Elle est prise par des gens qui connaissent bien cette réalité-là. Alors le revers de la médaille, c'est que quand on connaît bien la réalité, on mesure tout de suite l'impact que ça peut avoir sur le porte-monnaie. Et effectivement, il y a un certain nombre d'élus qui sont aussi des maires et qui voient les conséquences concrètes qu'un certain nombre de mesures, quand elles ont été proposées, pouvaient avoir sur les finances des communes. Mais derrière, il faut qu'on arrive à dépasser ça, et ça rejoint une autre question qui est quel modèle on veut de fonction publique, de secteur public, d'activité publique, et comment on le finance. Et donc tout ça nous amène à, effectivement, des discussions qui doivent avoir lieu parce qu'on est à la fin d'un cycle et qu'un nouveau cycle va bientôt s'ouvrir. Et derrière, il faut qu'on ait la capacité de fructifier, de faire valoriser le travail qu'on a fait sur l'évolution de la fonction publique pour faire en sorte que le modèle tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est adopté et qu'il plaît en majorité, soit au service de politiques publiques qui sont financées et de faire en sorte qu'on ait tous demain des regards positifs sur l'ensemble des fonctionnaires. Très régulièrement, on nous dit qu'il faut applaudir les soignants pour le travail qu'ils font. Eh bien oui, bien sûr, il faut le faire. Mais derrière, si ces soignants ils peuvent travailler, c'est parce qu'on a aussi des gens qui ont fait en sorte qu'ils aient le matériel qu'il faut pour pouvoir soigner, qui ont fait en sorte qu'il y ait des miracles qui soient faits pour recruter en urgence un remplaçant quand un médecin n'est pas là. Donc la fonction publique, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement les héros du quotidien, c'est aussi tous ceux qui sont derrière et qui assurent la logistique. Et je pense qu'on peut être fier de la capacité qu'on a, malgré un certain nombre de handicaps qu'on a évoqués, de faire en sorte que les grandes missions de service public elles soient assurées partout en Nouvelle-Calédonie. Et donc je pense que l'évolution de la fonction publique, c'est de faire en sorte que demain, les miracles ont réussi au quotidien, mais ils sont un petit peu plus faciles à réaliser. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'exprimerai plus sur l'aspect technique. La loi du pays, avec ses 4 chapitres, à mon sens, c'était la première brique. Hein, on est venu poser les fondations. Cette réforme, elle n'est pas achevée. Hein, on se projette sur 3-4 ans. On va travailler sur les droits et obligations, sur le recrutement, sur la médecine du travail, la médecine des fonctionnaires, la réforme des congés. Donc, c'est une réforme sur le long terme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au code. On a le squelette, on sait sur quoi on doit travailler. Pour que ça puisse être accepté par tout le monde, il y a un gros travail qui se fait en concertation avec les partenaires sociaux, les employeurs, les organisations syndicales. Donc effectivement, ça prend du temps. De l'extérieur, on peut se dire
Ça n'avance pas, mais si ça avance, puisque on prend du temps pour que les mesures puissent être acceptées et le plus juste possible pour tous nos agents, parce qu'effectivement, comme le disait monsieur Panier, la fonction publique, c'est un tout. Hein, on ne peut pas travailler sans ses collègues, hein, que ce soit de la catégorie C, B, A. On a tous un intérêt dans nos missions de service public. Et cette réforme, il faut continuer à la mener pour justement le bien de nos agents. Merci. Oui, alors si je pouvais résumer les perspectives, il y en a, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, hein, parce que je crois que la fonction publique, elle est en perpétuel mouvement. Elle doit se réformer en permanence, en tout cas sur des petits points, mais moi, il y a plusieurs thématiques qui me tiennent à cœur. Et je crois que la première, je suis dans le meilleur endroit qui soit pour en parler, c'est la formation. La formation des étudiants d'une manière générale, mais la formation initiale des agents qui rentrent dans la fonction publique, et aussi la formation continue, parce que il y a aussi un changement de paradigme dans la façon dont les gens travaillent. Il fut un temps où ils restaient 30 ans dans la même structure. Maintenant, il y a de plus en plus de besoins de mobilité, donc il faut aussi les accompagner via la formation continue. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est améliorer le recrutement. Voilà. Améliorer le recrutement, aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant. On s'en contente tous, on fonctionne avec, mais il n'est pas satisfaisant. Il faut mieux recruter, que ce soit encore une fois par les modes de recrutement, les modalités de recrutement. Il faut qu'on puisse recruter de la meilleure façon qui soit. Le troisième point, ça serait, et ça c'est un très très gros chantier, hein, c'est la rémunération au sens large. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de corps de fonctionnaires avec, pour le coup, une centaine de grilles de rémunération différentes. Ça crée des difficultés, des incompréhensions de pourquoi le voisin d'à côté, alors certes, il ne fait pas le même métier que moi, mais il touche X fois plus que moi. Il y a le volet traitement, il y a le volet régime indemnitaire. Aujourd'hui, il y a un millefeuille, un gros millefeuille de régime indemnitaire qu'il faut réussir à harmoniser ou en tout cas à objectiver, parce que sinon on perd de la visibilité sur tout ça. Et le dernier point, je pense que c'est vraiment aussi la mobilité. Il faut favoriser la mobilité, que ce soit au sein de la fonction publique, mais c'est lié effectivement à ce que j'ai dit auparavant, hein, la formation, la rémunération. Favoriser la mobilité pour que les gens voient comment ça se passe à côté, qu'ils en tirent une expérience, qu'ils reviennent. Alors ça vaut dans la fonction publique, mais aussi, je suis aussi un partisan de faire un petit saut dans le privé ou dans d'autres domaines d'activité, voilà, pour avoir un regard plus large, pour voir aussi comment ça marche quand on est de l'autre côté. Donc favoriser la mobilité. Et enfin, le dernier souhait, mais alors ça c'est un vœu pieux, hein, parce que c'est inscrit dans l'inconscient collectif, c'est améliorer ou redorer l'image de la fonction publique, parce que j'entends trop souvent ici et là, les fonctionnaires, ce sont des nantis, ce sont des avantagés, ce sont ceci, ce sont cela. Je pense que c'est faux. Ce sont surtout des agents qui sont dévolus dans leurs fonctions au quotidien, dans leur mission de service public, que ce soit... Là, en plus, on est bien placé en ce moment pour en parler, c'est le personnel hospitalier. Hein. Tout le monde est bien content aujourd'hui d'avoir le personnel hospitalier, et c'est le secteur public. Donc, je pense qu'il faut redorer un peu l'image de cette fonction publique qui souffre trop de préjugés, alors que tout le monde est content qu'elle soit là au service des uns et des autres. Merci beaucoup. Alors, sauf question éventuellement, ça sera le mot de la fin donné par Wilfried Loquet. Est-ce que on vous libère? Bien, alors merci beaucoup. Merci d'avoir assisté en présentiel, en distanciel. Encore merci à tous les intervenants qui ont gentiment accepté de participer. Et juste un petit mot pour les avocats qui seraient inscrits, pour ceux qui souhaitent participer à la formation, et n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qu'il en est. Je vous renverrai vers les personnes qui nécessitent
vos services. Voilà, encore une fois, merci et à très bientôt, j'espère, pour d'autres réflexions. Bonne journée à tous.